N'engage pas l'UGICT. C'est un éclairage pour notre cadre de direction et pour nos militants et militantes sur l'état de la recherche sur les questions qui touchent notre combat contre les idées d'extrême droite. Voilà. Merci beaucoup. On va commencer par vous, Kader Hamza, si vous voulez bien. Bonjour à tous et toutes et merci Agathe pour la présentation, merci à Lugit pour l'invitation. Excusez-moi, je suis une des multiples victimes de la grippe en ce moment, donc n'hésitez pas à me dire si on m'entend pas très bien et excusez-moi des multiples raclements de gorge qui pourraient intervenir. Ce que je vais vous faire comme présentation, en fait, c'est une synthèse malheureusement un peu rapide de deux études qui sont disponibles, comme toutes les études de l'Observatoire de l'emploi de l'APEC sur le site corporate. Vous pouvez le voir à l'écran. Donc, si vous allez sur ce site-là, vous avez l'intégralité des études et des données. Je vais m'efforcer de vous les restituer le mieux possible. Alors, Agathe, je ne sais pas dans quelle mesure je peux passer. Ah, très très bien. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc le titre de cette présentation en deux parties. La première partie concerne les diplômés issus des quartiers prioritaire de la ville. Et le deuxième volet, qui est un tout petit peu mineur, mais que j'ai rattaché volontairement, concerne en fait une synthèse un peu des travaux qu'on a réalisés sur la discrimination à l'embauche des cadres, parce qu'on pense parfois que les cadres ne sont pas concernés ou sont moins concernés, ce qui est moins vrai. Donc cette synthèse est intitulée Des difficultés majeures à surmonter pour le diplôme, mais aussi pour l'accès à l'emploi cadre. Je vais essayer d'expliquer pourquoi on parle de diplôme et d'accès à l'emploi cadre. Qu'est-ce qui nous a amené à conduire cette étude? Juste quelques éléments très rapides de cuisine interne. C'est qu'on a constaté en fait que la question de l'emploi dans les QPV reste sensible, même s'il y a une amélioration qui a été constatée par l'ONPV dans sa dernière publication qui date de 2020. Donc la volonté de l'APEC, c'était de documenter les difficultés d'accès à l'emploi cadre. C'est très important de le dire parce que c'est notre public cible. Et en général, au-delà de l'intitulé cadre, ça va avec un niveau de diplôme qu'on considère être celui de bac plus 3 et plus. C'est très important. Et aussi d'avoir une visée un tout petit peu opérationnelle parce que c'est une des missions de l'APEC d'accompagner les cadres, y compris ce public prioritaire, sur les stratégies qui ont été mises en œuvre par les personnes diplômées issues de ces quartiers pour essayer de surmonter les obstacles liés aux discriminations notamment qu'ils ont subies. Donc, juste pour terminer sur cet aspect étude, donc Agathe l'a précisé, c'est une étude qualitative. Donc, l'idée, c'est pas de vous abreuver de chiffres, mais c'est vraiment qu'on est allé à l'écoute de 48 personnes, vous pouvez le voir à l'écran, 48 entretiens minimum d'une heure ou plus, avec des personnes qui sont issues des quartiers et de bac plus 3 et plus, et donc d'entendre et d'essayer de restituer en fait leurs paroles et d'emmener un peu plus de complexité sur la réalité des discriminations qu'ils subissent. Alors, ça a été très technique parce que lorsqu'on dit qu'on vient des quartiers et qu'on est diplômé, quel est le public en fait qu'on décide d'interroger? Les personnes qui sont encore dans les quartiers, les personnes qui ont quitté les quartiers, parce que c'est une des stratégies qui sont mises en œuvre par les personnes qui sont issues des quartiers, c'est tout simplement d'en partir en fait. Et le choix que nous avons fait, c'est un choix méthodologique important, c'est de se dire que pour être considéré comme quelqu'un qui est marqué par le quartier, et c'est très important, il faut avoir fait sa scolarité dans le quartier jusqu'à la fin du secondaire. On peut y résider encore, on peut en être parti, mais ça a été un des éléments principaux. Alors, dans l'échantillon qui a été utilisé pour l'étude, il y a une partie, la moitié environ, qui est restée dans le quartier, qu'elle soit en emploi ou hors emploi, et il y a une autre partie qui n'est plus dans le quartier. Et on a décidé donc de prendre une moitié de l'échantillon en âge un peu plus avancé, 30 à 35 ans, s'intéresser aux jeunes diplômés qui sont actuellement en emploi et qui ont construit leur carrière. Et donc, un regard rétrospectif. Et l'autre moitié de l'échantillon, en fait, beaucoup plus jeune, moins de 30 ans, et était en recherche d'emploi et était confronté aux difficultés que je vais détailler maintenant. Merci, Agathe. Et donc,
Nous, ce qui nous intéressait à l'APEC, c'était vraiment d'évoquer l'accès à l'emploi et notamment au premier emploi. On a été conduit à intégrer l'accès aux formations supérieures lors des entretiens, en fait. C'est quelque chose qui s'est imposé à nous comme résultat parce que les personnes qu'on a interrogées, une fois de plus, on essaie de restituer leurs paroles, nous ont dit que les difficultés premières, en fait, concernent l'accès aux formations supérieures qui permettent d'arriver au métier cadre. C'est ça la première difficulté qu'ils doivent surpasser. Et plus encore, la capacité à se projeter lorsqu'on est issu de ces quartiers-là, à se dire qu'on peut mener, conduire ces études-là, y avoir accès, et encore plus que le diplôme du supérieur, ce qu'on appelle les filières sélectives. C'est un terme générique pour parler des grandes écoles de commerce, des grandes écoles d'ingénieurs, Sciences Po, et même les études qui vont au-delà du master, le doctorat. Je crois qu'on a quelques docteurs dans la salle. Et, euh, et c'était une des difficultés premières, en fait, pour quelqu'un qui vient du quartier. Alors, ils ont listé un ensemble de difficultés que vous avez à l'écran qu'il faut prendre en fait comme un cercle vicieux. C'est pas l'une après l'autre, c'est vraiment chacune embrasse, nourrit l'autre et empêche ces personnes issues des quartiers d'avoir accès aux études supérieures, une fois de plus, j'insiste, mais encore plus aux filières sélectives qui leur permettent d'atteindre des fonctions cadres et d'avoir une progression de carrière vers le top management, etc. Donc des conditions d'apprentissage qui étaient défavorables dans ces quartiers-là, un manque d'informations sur l'orientation, une orientation qui est biaisée, parce qu'on ne le dit pas assez, en fait, il faut disposer des informations sur l'accès à ces filières sélectives, parce qu'elles sont en réalité de moins en moins sélectives et l'information, et évidemment le financement, permet en fait de pouvoir contourner cet obstacle-là. Et les personnes issues de ces quartiers n'ont pas l'information sur les possibilités d'accès et de financement pour pouvoir même envisager d'y avoir accès, d'entrer dans ces écoles, dans ces filières-là. Plusieurs d'entre eux, pardon, nous ont parlé de rupture de parcours scolaire. Ils n'ont pas forcément des parcours scolaires évidents, linéaires, rectilignes, alors que ce sont des éléments qui sont valorisés pour avoir accès à ces filières-là. Et puis, quasiment le plus important, et je vais revenir souvent dans cette présentation en fait sur l'aspect psychologique, la dimension psychologique, il y a un phénomène d'autocensure en fait qui est nourri par ces différents éléments. Le fait d'être dans des conditions d'apprentissage défavorables, d'avoir un manque d'information, de ne pas avoir des parcours scolaires très clairs, très valorisés de prime abord, font qu'il y a un phénomène d'autocensure. Donc, on ne va pas vers les études supérieures, on ne va pas vers ces filières sélectives parce que tout simplement, ce n'est pas pour nous quand on vient d'un QPV. Et il y a un sentiment d'échec pour les personnes qui sont dans ces ruptures de parcours scolaire et qui n'arrivent pas à intégrer ces filières-là. À chaque fois, il y a des citations qui portent la parole des personnes qu'on a interrogées. On n'a pas le temps de toutes les lire, mais voilà. C'était très important de dire que le premier obstacle, il se situe en amont de l'emploi et qu'il y a tout un travail à effectuer sur l'accès aux formations supérieures et surtout aux filières sélectives qui, une fois de plus, n'en sont pas parce que des personnes qui ne sont pas issues des quartiers ou qui ont d'autres facilités finissent par contourner ce qui apparaît comme des obstacles en termes de sélectivité par rapport aux notes ou au financement. Et donc, forcément, le fait d'avoir un accès limité aux formations supérieures pour les fonctions cadres, ça a forcément des répercussions sur l'insertion professionnelle. Lorsqu'on les a interrogés sur les difficultés qu'ils rencontrent, on va dire, le long de leur carrière, pour ceux qui ont eu une carrière et pour ceux qui l'ont commencé, il y a un point d'entrée qui est charnière, c'est vraiment le premier emploi cadre. Ce n'est pas dit que dans la suite de la carrière, le fait d'être originaire des QPV ne joue pas, mais les difficultés se cristallisent en fait sur le premier emploi cadre. Il faut mettre le pied dans la porte, réussir à avoir ce premier emploi-là, et après, on peut jouer sur les stigmates du QPV, si je peux me permettre d'utiliser un terme aussi fort, pour essayer de les estomper, de les effacer et d'essayer d'avoir un fil de carrière normal. Mais l'élément central difficile, c'est le premier emploi cadre, justement parce que
on n'a pas forcément le bon sésame en termes de diplôme. On a parfois eu le cumul de ces embûches scolaires, pardon, qui font qu'on n'a pas le début de parcours professionnel assez vendeur sur son CV pour pouvoir postuler au bon emploi cadre. Donc, à ça s'ajoutent les difficultés classiques d'insertion des profils jeunes, en fait. Pas assez d'expérience, par exemple, et le fait de ne pas avoir les codes du monde de l'entreprise. Donc, on se rend compte, en fait, qu'il y a des difficultés en termes de recherche de stage, d'alternance, alors que c'est critique après l'accès au diplôme pour pouvoir construire les premières briques du CV, pour pouvoir avoir accès à ce premier emploi cadre. Donc des difficultés qui sont accentuées et qui persistent parce qu'il y a un écart qui existe entre les diplômés issus des QPV Bac plus 3 et plus, je le rappelle, et les autres en termes de taux d'intérimaire et de CDD, c'est bien plus élevé que le taux de CDI. Donc, ce n'est pas seulement le fait d'avoir accès à un emploi cadre, c'est le fait d'avoir accès à un emploi cadre pérenne. Mais ces difficultés qui s'amenuisent en fait avec les diplômes du supérieur ne disparaissent pas. C'est très important quand même de le dire qu'il y a une nuance à apporter entre les personnes qui ont un bac plus un, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, et évidemment une thèse ou qui sont issues de Sciences Po ou d'une grande école de commerce. Il y a une quasi-corrélation entre le fait d'avoir un diplôme plus élevé et le fait d'avoir moins de difficultés pour avoir accès à cet emploi, à ce premier emploi cadre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, j'insiste, c'est juste que elles sont moins présentes de ce que nous ont dit les personnes qu'on a interrogées. Et même une fois qu'elles ont eu accès au premier emploi cadre, les difficultés qu'on a appelées résiduelles, mais qui peuvent être plus importantes pour certains profils, subsistent en fait durant leur carrière. En fait. Il y a un effet quartier qui est moins perçu au fur et à mesure qu'on progresse dans la carrière, mais il y a un impact psychologique, et ça c'est très important de le dire, qui reste présent sur le long terme. Donc même une fois qu'on a réussi à surmonter les difficultés périphériques et à avancer dans le fil de sa carrière, et même parfois à atteindre ses objectifs, à atteindre des postes cadres élevés, il y a un impact psychologique de cette lutte, de ce combat pour y arriver, et puis quelque chose d'intériorisé qui persiste en fait sur le long terme. Les difficultés sont forcément moindres pour ceux qui ont réussi, qui nous ont rapporté que le fait d'y arriver apporte un surcroît de confiance et engager un cercle vertueux. Il y a aussi ceux qui ont décidé de quitter le quartier et qui finissent par pouvoir s'en détacher. Il y a le fait d'appliquer aussi des stratégies spécifiques sur lesquelles je reviendrai après, qui permettent de dépasser ces entraves-là. Mais malgré tout ça, malgré l'effet d'habitude d'être confronté à ces difficultés liées au fait de venir des quartiers, en fait, il y a ce sentiment de honte, parfois, pas tout le temps, qui persiste, le fait de venir du quartier, d'avoir cette origine-là et de ne pas avoir les mêmes codes, le même parcours, de ne pas pouvoir raconter de la même façon son enfance, ses loisirs, son parcours, son diplôme, les différentes étapes qui ont mené au haut poste qu'on peut occuper, par exemple, aujourd'hui. Il y a un syndrome de l'imposteur qui est très présent parce que on n'a pas l'impression d'avoir eu la même facilité, et là, une fois de plus, je reproduis la parole des personnes qu'on a interrogées, on n'a pas eu l'impression d'avoir les mêmes facilités, la même aisance que la personne qui n'est pas issue du quartier et qui occupe le même poste que nous. Donc ce syndrome de l'imposteur, il grève parfois les ambitions qu'ont les personnes issues des quartiers. Donc il y a le plafond de verre existant qu'on leur met, mais il y a celui qui se mettent eux-mêmes en raison de ce sentiment de honte, du syndrome de l'imposteur, et aussi le fait de subir justement des discriminations croisées, parce que venir du quartier, même si la définition, c'est le fait d'avoir un écart de salaire avec les zones voisines environnantes, on sait que ça masque en réalité des quartiers où il y a une plus grande population racisée pour aller très vite, et donc qui peut être victime de discrimination croisée en termes de religion, de sexe, d'origine et évidemment de lieu géographique. Merci Agathe pour la suite. Et donc voilà, une fois on a fait, c'est le fait d'être obligé de me suivre, une fois qu'on a fait ce premier constat où il y a
on va dire une triple entrave. C'est la première, l'accès aux formations supérieures sélectives. Le second, l'accès au premier emploi cadre. Et le troisième, le fait de passer le plafond de verre. On s'est intéressé aux explications que eux ont. Elles sont pas forcément objectives, donc parce que c'est leur ressenti, même si c'est corroboré par de nombreuses études. Et une des explications à cette triple entrave, c'est la stigmatisation qu'ils ressentent et qui leur est parfois montrée en tant que personnes issues des quartiers. Donc il y a différentes formes de discrimination qui sont subies. Et un effet quartier, vous voyez qu'il y a des guillemets parce que c'est très difficile à isoler du nombre de discriminations qui subissent, qui une fois de plus génère une certaine souffrance psychologique. Donc c'est une discrimination avec une forte composante ethno-raciale. Je pense que Julien en parlera aussi tout à l'heure. Elle est liée à l'origine réelle ou supposée, à la couleur de la peau, au patronyme, à la religion et évidemment à un cumul de tout ça pour les plus malchanceux d'entre eux. Et donc, il y a une perception négative en fait du quartier qui est exprimée par leurs interlocuteurs qui retrouvent en face d'eux lors de leur stage, de leur alternance, de leurs entretiens d'embauche, etc., même lorsqu'ils sont diplômés. Des interrogations, par exemple, qui sont liées à leur environnement. Des interrogations sur l'insécurité. Ou, pour donner un exemple très concret et très bête, pour ceux qui sont encore dans les quartiers, sur leur possibilité à se rendre au travail. Est-ce que vous avez dans votre quartier des bus? Est-ce que ça va pas être compliqué de venir au travail tous les jours, etc. Vous n'avez pas des services publics, comment ça va se passer en termes d'arrêt de maladie, etc., etc. Ça peut paraître assez incroyable, mais ce sont des choses qu'on leur renvoie en plus de la culture du quartier, évidemment, qui est liée à la langue qu'ils parlent, aux valeurs qu'ils peuvent transmettre à travers l'entretien, aux références, à l'accent, à la posture. Je reviendrai sur ces éléments-là, mais c'est très important et c'est mis en lumière par de nombreuses études. Le recruteur veut avoir en face de lui, dans la mesure du possible, quelqu'un qui lui ressemble et donc qui aurait les accents, les postures, les références, les valeurs et les codes de langage qu'il a, le recruteur au sens large, donc le RH ou le manager. Et donc, cette culture du quartier, dès qu'elle est apparente, est un handicap sur lequel ils peuvent être interrogés de manière frontale et c'est assez difficile à vivre pour ces personnes-là. Et à cela, évidemment, il faut ajouter toutes les difficultés périphériques qui n'en sont pas lorsqu'on on les subit, les conditions matérielles difficiles, le fait d'avoir des ressources financières limitées. De plus, je ne m'attarde pas sur les citations qui reprennent la parole des personnes qu'on a interrogées. Donc, au-delà de la discrimination subie et ressentie, j'insiste sur le terme, il y a des éléments plus objectifs, si on peut le dire ainsi, qui entravent leur accès à l'emploi cadre. C'est un déficit de réseau et une moindre maîtrise des codes de l'entreprise au sens large, c'est-à-dire des entretiens, de la recherche d'emploi, de la gestion de carrière. Donc, c'est au tout début une absence de modèle à imiter, à suivre, sur lesquels s'appuyer. On peut penser aux parents, mais c'est plus large que ça. Ça peut être des mentors, des personnes qui font partie du réseau d'anciens, pour ceux qui ont été dans des écoles, etc. Bah, quand on vient du quartier et qu'on n'a pas pu passer une des trois étapes, des trois obstacles que je vous ai parlé tout à l'heure, bah, ça devient tout de suite difficile de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un alors qu'on sait que c'est très important pour la compréhension du marché de l'emploi, pour avoir accès au marché caché, pour pouvoir s'appuyer sur des personnes pour avoir un stage, pour pouvoir savoir qu'il y a des postes qui sont libres, pour pouvoir aller à l'étranger. Enfin, je pourrais citer un nombre infini d'exemples ce qu'il s'agit de la carrière, c'est très important de bénéficier d'un réseau. C'est encore plus important quasiment de bénéficier d'un modèle ou d'un mentor sur lequel s'appuyer pour faciliter son début de carrière et même encore plus pour pour essayer d'exploser le plafond de verre. Donc, il y a des conséquences aussi à la maîtrise variable je l'ai dit déjà tout à l'heure, de certains codes en termes de langage écrit, de tenue vestimentaire, d'attitude lorsqu'on vient du quartier et qu'on n'est pas passé par les filières sélectives. Alors, pour donner un exemple très concret, beaucoup de personnes qui sont issues des écoles de commerce ou d'ingénieurs le disent parfois, on apprend beaucoup de choses, mais on apprend surtout un savoir-être
dans ces écoles-là, dans ces filières sélectives. Et pour les personnes issues des quartiers, on n'a pas forcément accès à ce savoir-être qui est un genre d'accord tacite sur des éléments basiques avec le recruteur, en fait. On sait qu'on part sur une base commune et c'est très important pour le recruteur manager de pouvoir projeter en fait un potentiel scolaire ou professionnel sur la personne qu'il a en face de lui. Et c'est plus facile quand on sait que la personne a suivi un parcours classique qui est celui qui est déjà présent au sein de l'entreprise et qui est la personne qu'on est soi-même ou d'autres personnes qu'on estime dans son équipe. Donc ça, c'est très important. Et en miroir, il y a donc un complexe d'infériorité pour les personnes issues des quartiers qui se retrouvent face à des personnes qui ne leur ressemblent pas et dont ils n'ont pas l'habitude de gérer les interactions, les références et le non-dit en termes de langage et autres. Alors, ce que je dis là est très, très sombre et très négatif, j'en ai conscience. Et c'est pour ça que vous avez cette slide à l'écran qui dit quand même que les personnes qu'on a interrogées avaient envie de ne pas être dans une attitude de victimisation, parce que pareil, elles leur est renvoyée à la face, en fait, comme si c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc, il y a la volonté de dépasser ce statut de victime-là, parfois en se comparant à des situations qui sont pires. Parfois aussi en essayant de mettre en avant des éléments positifs liés au fait d'être issus des quartiers. Ils valorisent leur enfance, le multiculturalisme, la solidarité, la combativité, etc. Mais ils valorisent aussi des talents, des créativités et quelques modèles, les rares qu'ils en ont, qui justement en général mettent en avant la force de caractère, tous les éléments qu'il faut mettre en œuvre pour s'en sortir et pour dépasser le triple obstacle que j'ai détaillé auparavant. Et la preuve qu'il y a un attachement au quartier, c'est que la moitié de notre échantillon est resté dans le quartier, même une partie de ceux qui poursuivent leur carrière, parfois à des postes de management. Et pour terminer, en fait, sur la question des QPV plus spécifiquement, on leur a demandé qu'est-ce que, à la moitié de l'échantillon qui a fait carrière, qu'est-ce qui vous a permis de passer cet obstacle-là? Ça peut être un peu décourageant comme ça, mais l'élément principal, c'est qu'il faut en faire plus que le camarade lambda ou celui qui a bénéficié peut-être de certaines facilités en termes de proactivité, en termes de flexibilité. C'est très dur à entendre, mais ça veut parfois dire pour eux accepter des postes qui sont inférieurs à leurs compétences ou à leur diplôme pour mieux rebondir, pour avoir mis le pied dans la porte de l'entreprise en se disant après j'y arriverai. C'est parfois une mobilité géographique à l'international, c'est-à-dire partir parce qu'on n'y arrive pas en France, parce qu'on est catalogué du quartier et que ça recouvre les discriminations liées à l'origine, notamment dont je parlais tout à l'heure, c'est parfois faire des sacrifices en termes de prétention salariale, sacrifices qui en réalité sont des discriminations, donc le fait d'être moins payé alors qu'on occupe le même poste que son collègue, voilà. Donc proactivité et flexibilité, et puis faire appel à des ressources existantes pour essayer de maximiser en fait leur chance de vaincre ces trois obstacles. C'est une faible propension pour les personnes qui sont issues des quartiers à être accompagnées alors qu'il y a de nombreuses ressources à leur disposition parce qu'ils ont l'impression, il y a une méconnaissance déjà, mais il y a aussi l'impression qu'il y a une méfiance envers les acteurs qui ne pourront pas connaître, comprendre la réalité qu'ils vivent et donc être en mesure de les aider et ne pas plaquer des schémas ou des aides déjà existantes sur leurs expériences personnelles. Et voilà, juste pour terminer sur ça, il y a des apports concrets de l'accompagnement, et je ne suis pas en train de faire forcément la publicité de l'APEC, c'est le cas des missions locales, de France Travail, des syndicats, etc. Un impact sur les pratiques, les postures, un impact psychologique, motivationnel et pour la réassurance sur la suite de leur parcours, et un suivi qui est parfois individualisé des services qui leur permettent de s'affranchir des obstacles auxquels ils font face. Et juste pour terminer, Agathe, sur ce point précis. Vous avez à l'écran un ensemble de stratégies sur lesquelles je ne vais pas revenir. Je vais les citer peut-être un tout petit peu en vrac, mais il s'agit pour eux d'essayer d'effacer le fait de venir des quartiers. Ça peut vouloir dire sur son CV faire disparaître la mention géographique, s'en éloigner pour de vrai physiquement en quittant le quartier. Ça peut être un travail sur le langage à tenue. Ça peut être le fait d'essayer
le plus rapidement possible de muscler son CV. Il y a d'autres études, de nombreuses, qui mettent en avant l'alternance, par exemple, et l'immersion professionnelle, parce que d'expérience, plus de réseau, une meilleure appréhension d'école, une plus grande sécurité financière, c'est très important, pour pouvoir financer les formations supérieures et la recherche d'emploi, qui a un vrai coût. Le fait de développer son réseau via les activités extrascolaires ou extra-professionnelles, qui permettent aussi de rejoindre le fait d'avoir une meilleure maîtrise et connaissance des codes. Et une fois de plus, le fait de profiter d'un accompagnement personnalisé, précoce et, si possible, d'avoir un mentor, quelqu'un qui permet de servir de marchepied, je vais utiliser cette image, pour pouvoir passer ces obstacles. Juste avant de poursuivre, j'ai rajouté un petit appendice avec la deuxième étude sur la discrimination liée à l'embauche des cadres. Je ne sais pas si, Agathe, je continue de dérouler, si, là, ce que vous avez à l'écran, c'est juste un résumé de ce que je viens de dire. Et donc, juste pour terminer, j'ai rajouté en fait une partie de l'étude qui a été réalisée en 2022. J'ai oublié de vous préciser que l'étude sur les QPV a été réalisée en 2023. Elle a été réalisée, celle que vous avez à l'écran en 2022, sur la discrimination à l'embauche des cadres pour montrer que le fait d'être cadre n'était pas forcément surprotecteur par rapport au fait de subir des discriminations. L'étude est très longue. Vous pouvez le voir à travers le dispositif. Si Agathe veut bien passer à la slide suivante, merci. Je vais juste donner quelques éléments en vrac et ça permettra de laisser aussi un peu de temps à Julien pour s'exprimer. Il y a un dispositif qui était très riche. C'était une approche documentaire pour faire un état de la recherche, notamment avec des articles, des publications scientifiques. Mais on a aussi une approche quantitative avec un travail sur des données APEC, sur un échantillon représentatif, mais aussi sur une enquête de la DARES et puis une phase qualitative avec l'entretien auprès de douzaines d'experts qui sont issus du monde associatif, RH, etc., et qui travaillent sur ces questions de diversité et d'inclusion. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai rajouté cet appendice-là par rapport à ce qu'on vient de dire? C'est que les résultats étaient assez parlants. Vous pouvez vous référer aussi aux publications du Défenseur des droits sur ce sujet, qui montrent en fait que un peu plus de la moitié des jeunes ont déjà expérimenté lors de leurs entretiens en fait des éléments de discrimination, et principalement sur l'origine avérée ou supposée, qu'elle soit liée au nom, au prénom, à la religion ou à l'apparence physique. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, c'est un chiffre que je trouve extrêmement fort. C'est-à-dire, un jeune sur deux, lorsqu'il passe un entretien, est sûr qu'à un moment ou à un autre, on va lui parler d'un élément qui est en lien avec indirectement, alors, ou le quartier, ou un élément susceptible de donner lieu à une discrimination. On s'est rendu compte aussi dans cette étude en fait que au-delà même du fait d'être bloqué dans l'embauche parfois, il y avait un désavantage dans l'obtention d'un CDI, et c'est encore plus vrai pour une population dans la surexploitation des données. Ce sont les jeunes diplômés, donc bac plus 3 et plus, qui sont issus d'Afrique du Nord. Donc, souvent de régions musulmanes, qui sont deux fois plus nombreux à rechercher leur premier emploi un an après leur diplôme. Donc, ce que vous avez à l'écran, ce sont les excuses qui sont données. C'est que parfois, il y a un coût supplémentaire d'intégration, quand bien même ils sont français, pour une partie d'entre eux. Ce sont les préférences clients. Donc, on essaie de décentrer le choix qui est fait, de ne pas les embaucher. Parfois, il y a des éléments de cohésion d'équipe qui sont aussi évoqués. Donc, voilà, il y a un ensemble de préjugés qui sont présents derrière ces explications qui ont été données pour expliquer ces discriminations, en fait, qui ne sont pas considérées comme telles par les personnes qui le font. Et puis, évidemment, il y a un cumul des discriminations. Le fait d'avoir une discrimination à l'emploi peut être cumulé au fait d'avoir de subir, pardon, une discrimination liée au logement, etc., etc.
Et vite, pour passer sur le risque discriminatoire, ce dont on s'est rendu compte durant cette étude, c'est qu'il est présent en fait à toutes les étapes du recrutement d'un cadre. Dès la première phase, en fait, dès la conception en fait de la fiche de poste. Un élément qui était assez central, c'est de partir sur un profil idéal qui n'est pas basé sur les compétences, mais qui est basé sur euh, des, une offre la plus exhaustive possible et qui rend en fait inaccessible le poste ouvert pour des personnes issues des quartiers ou de minorités qui, je l'ai dit tout à l'heure, sont, subissent un phénomène ou en tout cas ont un phénomène d'autocensure et qui directement ne postuleront pas à une offre aussi riche. Vous donnez vraiment un exemple, on cherche un informaticien, un développeur, disons, pour faire un site internet. Et d'un coup, on multiplie les références à des programmes qui ne sont pas utilisés. Les études montrent que quelqu'un qui serait issu d'un quartier, par exemple, pour partir de l'étude précédente, mais ou d'une minorité, aura plus tendance, et d'ailleurs, et les femmes aussi, aura moins tendance à postuler à ces offres-là que quelqu'un qui aurait un parcours classique, qui serait passé par des filières sélectives, etc. Donc, dès cette étape même de conception de la fiche de poste, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être écartés pour minimiser le risque discriminatoire. C'est aussi vrai pour le tri et la sélection des candidatures, avec la quantité d'informations personnelles qui sont présentes sur le CV et qui n'apportent rien en termes d'informations sur la compétence à venir de la personne qu'on va recruter, et sur le fait qu'il y a une totale absence dans la plupart des recrutements d'évaluation impersonnelle et objective des compétences. On se retrouve à la fin à se dire que j'ai bien aimé ce profil-là parce que je trouve que Jacques est très bien, etc. Et il n'y a pas de grille de lecture, il n'y a pas de grille d'interprétation et parfois il n'y a qu'une seule voix qui compte. Donc plus on va vers ce type de tri et sélection de candidatures, plus on est sûr de maximiser son risque discriminatoire. Et donc c'est une entrave à l'accès même à l'entretien pour les populations issues euh, de l'immigration, par exemple, ou issues des quartiers. Le risque est censé être moins présent au moment de l'entretien. Mais c'est surtout, en fait, je l'ai mis à l'écran pour le signaler, c'est surtout que c'est une zone grise pour les techniques usuelles de mesure de la discrimination, notamment les testings, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe au moment de l'entretien. Il ne faut pas considérer pour autant qu'il n'y a pas de risque discriminatoire. On le voit avec les personnes qui ont été interrogées par le défenseur des droits et qui ont signalé que, on leur avait posé des questions sur des éléments qui n'étaient pas en lien avec le poste. Et enfin, les phases préalables à l'embauche et à l'intégration du candidat sont aussi porteuses de risques discriminatoires, notamment dès qu'il s'agit de négociations salariales, où on se retrouve en aval à se rendre compte que des personnes qui occupent le même poste, les mêmes fonctions, etc., n'ont pas le même salaire et que la différenciation se fait sur des critères discriminatoires. Il y a certaines spécificités cadres, et c'est notre population à l'APEC référence, qui peuvent renforcer en fait les discriminations à l'embauche. C'est très à la mode en ce moment de parler de soft skills, c'est-à-dire qu'au-delà de votre diplôme, ce qu'on cherche, c'est votre capacité à fédérer, c'est votre capacité à emporter les autres dans le discours, c'est le fait de pouvoir diligenter des choses. Enfin voilà, ce sont des éléments de langage qui ne sont pas les miens, mais ce sont des choses quasi impossibles à évaluer. Et plus on est dans de l'intangible, comme je viens de le dire, et qui est assimilable à des traits de personnalité, plus on maximise le risque discriminatoire. Et c'est d'autant plus vrai que je me rapporte à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans les grandes écoles, les filières sélectives, on est de plus en plus vers de l'apprentissage du savoir-être. Donc, ces éléments de soft skills sont apparents sans être réellement appliqués une fois que la personne est en poste. Voilà. Et l'existence de biais de conformité, une tendance au clonage, c'est encore plus vrai en France avec le système des grandes écoles, le poids du diplôme, la composition sociologique des grandes écoles. Et je renvoie à l'étude du CIREC Génération qui est formidable sur cet élément-là.
Un autre point qui est très très cher au cadre, c'est l'évaluation de la performance individuelle et pas forcément de la performance collective et qui prête lieu du coup à un face-à-face avec le manager ou à l'organisation et l'entreprise et qui est porteuse de risques de discrimination parce qu'on peut demander une plus grande disponibilité, je crois qu'on en parlait à table tout à l'heure, une plus grande implication du cadre pour pouvoir atteindre des objectifs qui sont de plus en plus inatteignables. Autre élément, il y a certains secteurs qui sont plus propices en fait au risque discriminatoire. Certains métiers techniques, le jeu vidéo par exemple, pour ceux qui n'ont pas entendu parler des pratiques en cours dans cette industrie, ou le BTP qui est de manière un peu plus classique. Et juste pour terminer, parce que c'est aussi à la mode en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il faut savoir que le rôle des outils numériques est très ambivalent. Euh, A priori, il pourrait permettre d'éliminer certains éléments discriminatoires. On pourrait trier les CV sans les noms, etc. En réalité, il y a de nombreuses failles, je n'ai pas le temps de revenir dessus, mais sur le fait de reproduire certains biais, de se baser sur l'historique de recrutement et donc de recloner les profils existants et d'écarter certains profils différents, etc., etc. Et puis, je pense que Julien pourra en parler un peu plus que moi. Pour essayer de terminer sur une note un tout petit peu plus positive, les grandes entreprises internationales essaient d'être plus actives en matière de prévention des discriminations et de politique d'inclusion. C'est à voir concrètement ce qu'elles font parce que souvent, il y a des enjeux d'image plus que de performance et de réalité de lutte contre la discrimination. Il y a de plus en plus de travail qui est effectué sur les compétences. Alors, je ne sais pas si tout le monde ici connaît le référentiel ROM sur les compétences, mais ça permet d'essayer d'objectiver un peu plus les performances des cadres au travail et en matière de recrutement aussi, et d'essayer d'éviter le recrutement à la tête, pour le dire de manière triviale. Et puis, il y a une réalité du marché cadre sur certaines fonctions qui font qu'on peut moins se permettre le risque discriminatoire parce que il n'y a pas assez de talents ou de personnes disponibles et qu'on se retrouve à être obligé, pour ceux qui voulaient le faire, de dépasser la volonté de discrimination. Et dernier point, la formation qui est l'outil central de la lutte contre la discrimination et qui est obligatoire depuis 2017, en fait, elle est limitée au RH. On se rend compte en fait que dans l'entreprise, souvent le manager a plutôt le dernier mot et qu'il n'est pas forcément formé. Et ça, c'est un résultat de notre étude. Les personnes qui mènent ces formations-là ont pointé la liberté de cadre qui existe. Donc, il n'y a pas un modèle dont, en réalité, le contenu de la formation est assez libre et qui a très très peu de contrôle sur ce qui est fait. Donc, c'est une obligation à laquelle on peut se soustraire. Il y a d'autres éléments plus performants qui ont été mis en œuvre dans de nombreuses études, mais qui ne sont pas mis en place parce que c'est très difficile et puis il y a des blocages idéologiques. Un accompagnement direct par un expert externe qui vient vous accompagner durant tout le recrutement et qui permet d'écarter le risque discriminatoire si possible. La création de postes de responsables diversité et inclusion au sein des entreprises, des personnes qui sont beaucoup plus formées et qui peuvent éviter le risque discriminatoire, la discrimination positive et les quotas, et d'autres pratiques comme le CV anonyme, etc., etc. J'espère avoir été assez exhaustif et avoir assez mis en valeur le travail qui a été réalisé sur ces deux études, une fois de plus, qui sont disponibles sur notre site APEC Corporate. Merci beaucoup, Kader Hamza, pour votre présentation très riche. Et je vais passer directement la parole à Julien Talpin. Merci. Bonjour à tous et toutes. Merci pour l'invitation. Très heureux de pouvoir échanger avec vous cet après-midi. Et c'est d'autant plus, c'est la première fois en fait que je présente notre travail auprès de syndicats ou de syndicalistes. On a pas mal tourné et on a échangé avec des partis politiques, des associations, des universitaires évidemment. Mais c'est la première fois avec des représentants du monde syndical. Et donc je crois que c'est important et on pourra en discuter dans la deuxième partie peut-être. Alors d'emblée quand même une petite note je sais pas, de modestie, mais je marche un peu sur des œufs dans le sens où Agathe le disait, donc moi je suis directeur de recherche au CNRS, sociologue. J'ai un peu deux domaines thématiques de recherche, la question du racisme et des discriminations d'un côté, et de l'autre l'engagement et la participation politique dans les quartiers populaires. Et donc je ne suis pas du tout spécialiste de la sociologie du travail, ni même des bons syndicaux. Quand je travaille sur l'engagement, c'est davantage sur les partis ou les associations. Et donc, je ne connais pas Fabien, votre univers. Quand même, je le dévoile, je suis syndiquiste. Mais bon,
Une fois que m'on a dit ça, je vais quand même essayer de vous présenter un certain nombre de choses. Alors, je n'ai pas de PowerPoint tout à fait systématique. Je vais naviguer en fait dans un PowerPoint juste au moins pour peut-être montrer quelques chiffres un peu plus tard. Vous dire quelques mots donc, sur l'origine de cette enquête et de ce livre. On peut peut-être le faire tourner, ce que vous apportez. Au fond, donc c'est une œuvre collective, notamment à Bollivier, Estelle, Alice Picard, mais aussi Beau, qui arrive après des travaux antérieurs, et notamment, donc, ça apparaît à l'origine, des preuves de la discrimination, qui portait essentiellement sur les questions de discrimination en France et la façon dont les personnes y réagissent, notamment dans les QPV, ça, tout à fait ce qui était dit précédemment. Et on avait été un peu surpris, un peu presque par hasard, on était tombé en fait sur des gens qui étaient partis à l'étranger pour mettre à distance le racisme et les discriminations qu'ils connaissaient. On n'avait pas du tout traité dans ce bouquin-là cette question de façon systématique, et donc on s'est dit il faut le prendre comme objet d'étude plus sérieusement, et donc c'est ça qu'on a essayé de le faire dans ce livre, l'épreuve. Je fais le meilleur. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes en se disant qu'il se passait probablement quelque chose. Si certains de nos compatriotes décident de quitter leur pays pour tout un tas de raisons, et c'était une des questions de notre enquête, quelle est la place qu'occupe l'expérience du racisme et des discriminations dans ces trajectoires d'expatriation, c'est probablement qu'il y a un commun. Et donc, pour répondre à cette question, on a lancé en fait un appel à témoignages qui a circulé sur différentes façons sur le site de l'université. N'hésitez pas à faire consulter sur Mediapart, par les réseaux sociaux, par des réseaux expats à l'étranger, ce qui nous a permis en fait d'avoir un taux de réponse relativement important, en fait, qui a dépassé nos espérances. Il y a pas de 2500 personnes en fait qui ont répondu à l'enquête. On a gardé que les 1000 réponses complètes, et du coup on a une enquête quanti et qualitative avec donc cette enquête par questionnaire avec 8 personnes qui ont répondu, et qui après on a recontacté les gens pour voir s'ils voulaient faire s'ils étaient partants pour faire des entretiens, et il y en a 140 personnes environ qui ont fait des entretiens plus approfondis pour comprendre leur trajectoire d'expatriation. On pourra revenir sur la méthode si ça vous intéresse. Je passe directement au résultat. Une des grandes questions qui nous intéressait, évidemment, c'était pourquoi les gens partent. Alors, oui, petit préalable à ça quand même. C'est-à-dire, on a fait le choix de se focaliser sur des Français, des Françaises de confession musulmane. Le phénomène est plus large que ça. Et de fait, d'ailleurs, dans le cadre de la discrimination, on avait rencontré des personnes racisées qui n'étaient pas de confession musulmane, pour en discuter sur notre choix de restreindre un peu la focale au regard de la focalisation dans le débat public sur l'islam et les musulmans ces dernières années. Mais de fait, le phénomène n'est tout pas plus large. Et un certain nombre d'ailleurs de personnes qui ont répondu à Henriette disent « j'ai pu être discriminé éventuellement de par mon association à la religion musulmane, mais moi je me considère soit pas du tout musulman, ou alors que musulman culturellement. Voilà, je fais éventuellement ramadan de temps en temps, mais ça va très loin. Et donc, j'y reviendrai, mais c'est des gens en fait qu'on a rencontrés qui ont des rapports à la religion qui sont en réalité très bas. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Pourquoi les gens partent? Alors, ça n'a pas été une grande surprise, c'était notre hypothèse principale. On ne pensait pas que ce serait aussi massif. La raison première, elle peut-être dû passer à la slide numéro 12, voilà, où on liste en fait toutes les raisons possibles en fait qui étaient présentes dans le questionnaire. Je vais pas tout les lister ici. Voilà, mais 72% affirment être partis pour moins subir de racisme et de discrimination. Deuxième raison, pour vivre ma religion sereinement. Troisième raison, et qui peut avoir des liens là aussi avec la question de discrimination, pour progresser professionnellement, trouver du travail, créer une entreprise ou sa propre activité. Et la quatrième également, pour bénéficier d'un meilleur niveau de... On voit combien la question du racisme et de la discrimination, je donnerai un peu plus d'éléments plus précis dans un instant, mais elle est centrale quand même dans ce choix du départ, pour la majorité en tout cas des répondants à d'autres enquêtes. Pour préciser un petit peu sur le type en fait de discrimination dont on nous a fait part, c'était pas un questionnaire, on a creusé par les entretiens qualitatifs. C'est à la fois alors il y a toute la question effectivement d'expériences scolaires et universitaires, où les gens nous ont beaucoup relaté en fait des expériences de stigmatisation, de microagression, éventuellement de discrimination au cours de la école scolaire et universitaire. Mais malgré tout, à la différence peut-être de notre première équipe, nous,
et j'en dirai tout de suite dans un instant, mais on a affaire à des gens qui sont parvenus à s'élever socialement, puisque à 54% ont au moins un bac plus 5, ce qui est tout à fait différent du niveau de diplôme moyen des musulmans en France. Et donc, c'est des gens qui, parce qu'ils produisent d'efforts, hein, ils insistent beaucoup là-dessus, ont réussi à accéder à des diplômes supérieurs et des filières très sélectives, des grandes écoles, etc., qui d'ailleurs, pensait-il, les prémuniraient du racisme et des discriminations et leur permettraient de s'élever socialement. A fortiori, 3/4 d'entre eux sont issus de quartiers populaires. Donc on a vraiment affaire à des gens qui ont connu une trajectoire d'ascension sociale, scolaire, mais pas professionnelle. C'est la conversion vraiment du titre universitaire en réussite professionnelle qui va poser problème, avec de la discrimination à l'embauche un peu, mais globalement, la plupart des gens, et là c'est du quali, donc je n'ai pas de chiffres précis, mais globalement, ils arrivent à trouver rail, même si c'est un peu en dessous de leur niveau de qualification. Mais ce qui est revenu le plus fréquemment, c'est la question de la progression de carrière. Et au fond, on arrive à trouver un emploi, même si c'est plus long que ses camarades de promo. C'est souvent dans des emplois qui sont un peu en dessous de ce qu'on espérait. Et c'est souvent, parce que alors, déjà, on commence à se poser des questions à ce moment-là. En termes de progression de carrière, ça décolle pas. Et donc, à un moment, on commence à se poser la question du départ. Je donnerai plus d'éléments peut-être dans un instant. Donc voilà, question de la discrimination, vraiment sur le marché du travail, il y a quand même un truc tout à fait structurant. L'école, le monde professionnel sont les sphères de vie, pour le dire comme ça, qui sont les plus avantageuses. Malgré tout, et ça c'est des éléments qui sont beaucoup revenus par de quali, qui peut-être seront moins directement en lien, quoique si vous travaillez sur l'extrême droite, qui sont beaucoup revenus dans la bouteille, c'est que d'un côté, il y a les discriminations objectives qu'on rencontre, notamment dans la sphère professionnelle, qui constitue une entrave objective à l'ascensement social, on va dire comme ça. Mais ce sur quoi les enquêtés ont beaucoup insisté, c'est l'ambiance. Donc ce qu'on a appelé dans le livre une islamophobie d'atmosphère. On pourra revenir, si ça vous intéresse, sur la notion d'islamophobie. Je passe ici pour des gains de temps. Mais c'est qu'au-delà de leurs conditions objectives d'existence, de leur situation professionnelle, etc., ce qui à un moment a pu contribuer à les faire partir, c'est la surfocalisation dans le débat flic, médiatique, politique, sur l'islam, les musulmans, et les incidences indirectes que ça pouvait avoir sur eux et elles, et également leurs enfants. Beaucoup, nous, des gens qui sont partis il y a près de 30 ans, même s'il y a une accélération de nos phénomènes, insistent sur le tournant de 2015, au fond, et l'assignation aux terroristes, etc. Mais la surfocalisation dans le débat public sur l'islam et les musulmans joue un rôle important et constitue un élément oppressant, on le dire comme ça, qui peut jouer un rôle dans le choix du débat. Pour le dire aussi, dans ce choix du départ, il y a d'un côté des éléments personnels, la discrimination, etc. Et les gens nous ont donné beaucoup d'exemples, en fait, au cours des entretiens, qui fait qu'à un moment, on commence à mieux lire l'idée de partir. Et puis souvent, il faut une goutte d'eau. Une goutte d'eau qui fait qu'on va franchir le cap, parce qu'en fait, c'est quand même pas rien de quitter son pays. Et il y a un truc, et donc c'est en ce sens où il s'agit d'un phénomène social, à mon avis, important dans la société française, c'est que des gens sont nés en France, pour la majorité, dont les barins sont nés ou sont migrés en France, et pour certains, ont fait le choix de venir s'installer en France. Et quitter ce pays-là, c'est au fond à la fois une souffrance, une rupture, et c'est quelque chose de... C'est pas anodin, c'est vraiment une rupture biographique. Et donc il faut une goutte d'eau souvent qui fait qu'on mûrit cette réflexion-là, et on dit c'est du possible, je monte. Ces gouttes d'eau sont de différentes natures. Ça peut être des événements personnels, une discrimination qu'on ne supporte plus, qui peut être dans le milieu du travail, on n'a pas réussi à avoir, au progression de carrière, on espérait qu'on n'a pas eu. Ça peut être d'autres choses, on nous a fait part de beaux fraudes policiers, par exemple, etc. Des choses personnelles, mais ça peut être aussi des déclarations politiques. On nous a beaucoup mentionné la déchéance de nationalité, mais les débats qu'il y avait eu après 2015, en fait, sur cette question-là. Ça a remis en cause leur place dans la société française, c'est leur place pleine et entière en tant que citoyens français. Des déclarations, on nous a parlé d'Éric Zemmour, parce qu'on a conduit l'enquête en 2021, 2022, voilà, mais les déclarations des responsables politiques jouent un rôle important dans ce qu'on appelle en sociologie la définition un peu des frontières symboliques, du eux et du nous, et du fait qu'on se sent traiter comme des citoyens de seconde zone qui n'ont pas tout à fait leur place dans la
sociétés françaises. Alors, j'avance un peu et pour vous donner plus de détails, peut-être sur le KIPA, et c'était une vraie surprise de ce point de vue-là. Voilà. Alors, on est là, notamment dans le questionnaire, à le niveau de diplôme. Slack. Voilà, parce que je le disais, 54% ont au moins un bac plus 5. Donc, c'est vraiment des gens très diplômés qui partent. Vous voyez, à partir de l'enquête trajectoire et origine avec laquelle on compare, qui est l'enquête la plus systématique sur la question, voilà, 5% des musulmans en France en moyenne ont un diplôme bac plus 5 ou plus. Donc, on voit qu'il y a des proportions assez nettes, d'où la question, qu'est-ce qui fait que ce sont surtout des très diplômés et beaucoup des cadres qui partent, même si pas que. C'est important de préciser que le phénomène concerne tout un ensemble et vous voyez qu'il y a des gens très peu diplômés là, qui partent également. Mais voilà. Avant de répondre à la question, pourquoi cette surreprésentation des diplômés et notamment des cadres? Juste quelques éléments sur le type d'emploi et le type de secteur professionnel. On a aussi observé une surreprésentation de gens qui sont dans le secteur privé, tout particulièrement des ingénieurs informatiques, le milieu quand même du commerce aussi. Pour les femmes, pas mal santé et métiers du soin, voilà, plus que la fonction publique. Voilà, pour dire ainsi, c'est beaucoup des gens qui évoluent dans ces surreprésentations dans ces secteurs-là en particulier. Alors pourquoi cette surreprésentation? Alors, je trouve qu'il y a plusieurs raisons. C'est qu'un, et pour faire la suite qui a été dite précédemment, quelque chose qu'on ne sait pas forcément et qui peut être peut-être contre-intuitif, on pourra en discuter, c'est que les diplômés déclarent davantage de discrimination, et notamment de discrimination à l'origine, que les non-diplômés. Notamment l'enquête trajectoire à l'origine, qui est l'enquête la plus systématique sur les deuxièmes générations descendants d'immigrés en France, donc, les personnes, etc. Le monde de façon très claire. C'est des stades déclaratifs. Toujours est-il que ça permet quand même de montrer, de montrer des choses. Alors, enfin, pourquoi plus de déclarations? Est-ce que c'est parce qu'ils sont davantage exposés aux discriminations ou est-ce qu'ils sont davantage sensibles à ces discriminations parce qu'on regarde notamment les efforts qu'ils ont fait, tous sont prémunis par de diplômes, etc. Ils sont d'autant plus choqués ou intolérants au fond à leurs expériences éducatives, ou peut-être parce que leurs ressources scolaires leur permettent de décrypter peut-être plus finement ce qui relève ou non de la discrimination. Ces hypothèses-là sont mises en avant dans la littérature, mais du moins est-il que ça c'est assez clair. Les diplômés, et donc les cadres également, déclarent davantage de discrimination que les autres discriminations à l'origine. En particulier, malgré tout, nous, la surreprésentation, on l'explique quand même aussi par d'autres facteurs, notamment en fait les coûts de l'expatriation. C'est-à-dire qu'en fait, notamment et les coûts matériels. C'est-à-dire qu'en fait, partir à l'étranger, il faut pouvoir avoir les moyens de faire. Entre le dire comme ça, il faut à la fois avoir des moyens financiers, ça coûte quelque chose. On quitte son emploi et on n'a pas de revenus pendant un certain nombre de mois. On part avec la famille, par ailleurs, etc. Et donc il y a un risque financier que tous ces ne peuvent pas se permettre s'ils n'ont pas les moyens pour dire comme ça. Par ailleurs, le fait d'avoir fait des études supérieures crée, on pourrait appeler une sorte de capital cosmopolite. Pour le dire plus simplement, on a fait un VIE, on a fait des stages à l'étranger, on a fait des années de césure à l'étranger. Et donc, du coup, ça rend le départ à l'étranger moins réaliste, voire ça crée des appétences. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent « Je suis parti un an en Angleterre, au Canada ou à Dubaï. Je suis revenu en France, je n'avais qu'une envie, c'est de repartir. » Notamment du fait de ce que j'évoquais tout à l'heure, cette ambiance, en fait, cette surfocalisation sur l'islam, le musulman, etc. Voilà. Et par ailleurs, le fait d'avoir fait des expériences à l'étranger, ça peut créer des contacts, en fait, qu'on va pouvoir réactiver au moment où la possibilité de partir à l'étranger devient une possibilité qu'on cherche véritablement à explorer. Donc, un peu comment on essaye un peu d'expliquer cette surreprésentation qui ne lève rien, en fait, de quand même, on le retrouve dans différents secteurs professionnels. Deux ou trois autres points sur lesquels je voulais insister. Bon, ça vous intéressera peut-être moins sur où est-ce que les gens vont. C'est une petite carte sur la slide de 9, mais globalement, c'est un phénomène global. Il y a des gens partout dans le monde qui ont répondu à notre enquête, avec une surreprésentation dans certains pays, le Royaume-Uni, le Canada
et dans de moindre mesure les États-Unis, et les pays du Golfe. Voilà, c'est principalement ça. Il y a pas mal de monde au sein des pays balkans, mais malgré tout, en fait, il y a 2 tiers partent plutôt dans les pays du Nord, plutôt que dans les pays du Sud, alors que leurs parents, leurs grands-parents peuvent en être issus. Et ce que disent les gens, c'est moi, j'ai été socialisé en France. Je ne vois pas vivre nécessairement dans un pays du Sud, comme de même, je pourrais y avoir des origines là-bas, etc. Et donc, le retour vers le pays des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents n'est pas là-dedans, pour le dire comme ça, et c'est plutôt des migrations nord-nord. Voilà. Autre élément, et nous, c'est un truc qu'on a essayé pas mal de creuser, c'est plutôt des migrations durables. C'est-à-dire que les gens partent et n'envisagent pas de revenir. 90% des gens qui ont répondu à notre enquête se déclarent satisfaits de leur expérience à l'étranger, et plus de la moitié en fait, disent ne pas envisager de revenir en France. Notamment, là, en fait, ce qui revient pour nous, c'est, et ça résonnera peut-être avec vos questionnements, notamment au regard du contexte politique. Ils disent les gens, c'était déjà pas génial, en fait, quand j'étais en France. J'ai pas le sentiment que la situation va s'améliorer dans les mois et les années à venir. Il n'est pas impossible que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et donc, là, je vais pas rentrer. Voilà. Par ailleurs, la raison pour laquelle les gens sont contents à l'étranger, bon, bah, c'est un peu le miroir inversé de ce que je présentais sur les raisons du départ. C'est que leurs conditions professionnelles et matérielles objectives s'améliorent. En fait, ils progressent professionnellement parfois très vite, en fait. Et alors, c'est intéressant, c'est une forme de revanche sociale, de certaine façon, par des gens qu'on a rencontrés. Et il ne manquait pas, au cours des entretiens, de donner à voir, j'ai envie de dire, leur signe objectif de richesse matérielle, de nos, par exemple, voitures, de leurs montres, de leur maison, etc. Sachant, je n'ai pas complètement précisé, mais on a affaire à des gens qui sont, pour le dire comme ça, pour un certain nombre d'entre eux, pour un profil assez néolibéral. Un peu entrepreneurs d'eux-mêmes, business, etc. Et donc voilà. Et ça marche pour la très grande majorité. Il y a probablement un biais de sélection aussi chez les gens qui ont répondu à l'enquête. Ça, il faut aussi reconnaître. Les gens qui ont répondu ont probablement davantage des gens satisfaits de ce qu'ils ont connu. Et les gens qui ont des trajectoires plus heurtées, pour certains reviennent en France, ont peut-être moins répondu. Ça, on est un peu tout à fait de. Donc, malgré tout, les gens connaissent une progression de carrière qui eux-mêmes les a surpris. Ils ne s'attendaient pas à avoir une progression professionnelle aussi importante que cela. Et que le deuxième élément, c'est l'ambiance est différente. Alors, c'est variable selon le pays, etc. Mais quand même, ça chante. Ils ont beaucoup insisté, ça concernera peut-être moins, mais sur leurs enfants. C'est-à-dire qu'au fond, à certains égards, s'ils partent, c'est pour eux, et c'est beaucoup pour leur famille. C'est dire, au fond, moi j'ai réussi à m'élever socialement, j'ai fait des études, etc. Je ne veux pas que mes gamins revivent ce que j'ai vécu. Et donc, c'est pour prévenir, d'une certaine façon, leur descente, il y a beaucoup des familles, en fait, qui partent, il y a une surreprésentation des 25 ans. Que aussi ils partent dans cette question de l'ambiance, et évidemment, tout à fait structurant. Alors, je vais peut-être envoyer là, peut-être juste un dernier mot, puisque il faudra vraiment que je parte à 4 heures pour des raisons de train et de garde d'enfants. Peut-être pour finir sur un truc qu'on aborde pas en livre. De fait, notre livre n'est pas hyper élitiste. Il s'adresse à un tableau par moments sombre de la société française, même si je suis pas très que ce soit nécessairement mieux à l'étranger, mais c'est un autre débat. Voilà. Que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et que pourraient faire les sous-cas? Je n'ai évidemment pas la réponse à cette question, donc peut-être, en tout cas, en discuter. Je pense qu'il faut continuer à mener des enquêtes et à objectiver ces phénomènes, parce que le degré, et on en parlait d'ailleurs, de résistance à cet enjeu-là est quand même tout à fait important, tout particulièrement, et là j'insiste, sur la question de la discrimination religieuse. Donc nous, alors ça je ne l'ai pas précisé encore, le type de discrimination que les gens déclarent, vous avez un petit tableau là-dessus, ça devait être tac-tac probablement sur les côtes de la discrimination, c'était à tous pages, tac, ça. Sur pourquoi vous avez été discriminé. 19, religion. Ah non, c'est pas ça, je m'ai fait de bêtises. 17. Religion, origine ethnique, couleur de peau, origine sociale, lieu de résidence. Tout ça s'imbrique d'une certaine façon. Quand même, là, la religion revient en premier. Les gens ne savent pas ce que je suis discriminant. Quand on porte à voile, je vais revenir sikh, mais tout simplement, on s'appelle Kader et Tikba. C'est pas très clair. Est-ce que c'est par les origines ethniques, ma religion posée, je suis issu d'un quartier. Voilà, c'est pas facile à savoir et tout ça est souvent imbriqué. Toujours dit, plus sur la religion, moi je pense qu'il y a des choses à faire.
Parce que bon, quand même, ce qui nous a, sans vraiment nous surprendre, frappé dans l'enquête, c'est la quasi-impossibilité pour une femme qui porte un foulard aujourd'hui d'obtenir un poste à qualification en France. De façon illégale. Il y a la fonction publique, le droit est clair, il y a le secteur privé. Ou, à l'exception, là vous serez peut-être davantage au fait du droit que moi sur cette question-là, à l'exception des entreprises qui ont un règlement intérieur qui stipule une neutralité religieuse, ce qui rend possible par la Welcome Read de Louis XVI, la laïcité ne s'impose pas, et la neutralité religieuse ne s'impose pas aux entreprises privées. Si bien qu'il n'y a aucune raison, de certaine façon, que des femmes qui portent un foulard ne puissent pas occuper des postes de cadre, etc., dans les entreprises privées. Malgré tout, et là on manque d'études systématiques sur la question. Je suis tout à fait honnête, il y a des travaux un peu d'Alan Carini, par exemple, qui a pas mal travaillé là-dessus, mais quand même, là, au fond, à recours du droit, quand même, c'est la mort professionnelle, même pour les diplômés femmes qui veulent porter un foulard. On pourra avoir un débat de joie, le n'est pas, mais pour le droit est-ce qu'il est aujourd'hui, dans le secteur privé, on a le droit de porter un voile et de travailler, et ce droit-là n'est pas là. Là, on pourrait peut-être en faire quelque chose. Je pose ça va. On pourra peut-être en discuter, et donc la minima, peut-être des enquêtes déjà pour objectiver ça davantage. Deuxièmement, moi je pense que les réponses sont fondamentalement politiques, et en termes de politique publique, hein, à la fois de politique par l'ambiance, etc., et donc de marqueurs symboliques, et là, ça on ne peut pas directement grand-chose, l'utilisation peut jouer un rôle, il faut que ça calme. Les politiques publiques, la France investit très de moyens, hein, donc les discriminations, les formations, ou même d'autres choses, voilà. C'est un choix politique. Il y a très peu de volontarisme à cette question-là, et de moins en moins. On a envie de dire, même si des petits trucs quand même depuis, on voit qu'il y a des plateformes, les défenseurs des droits, etc. Mais globalement, il y a un détricotage des politiques publiques de lutte contre les discriminations depuis 2015, et une réorientation des crédits, notamment vers la promotion des valeurs de la République et de la laïcité, plutôt que la lutte contre les discriminations, ce qui n'est pas exactement là-dessus. Enfin, très bien, nous voir leur République et les formations pour la laïcité, mais vous pourrez faire d'autres. Bref, on pourra en discuter. Et puis après, il y a la question du rôle des recours et des acteurs intermédiaires. Moi, ce qui m'a frappé, alors notamment, pas directement dans cette enquête-là, même si ça encore un peu, mais d'autres enquêtes qu'on avait menées sur des quartiers populaires, et qui concordant avec d'autres études systématiques sur la question, c'est évidemment l'ampleur du recours en matière de lutte contre la discrimination, la méconnaissance des recours disponibles. Les gens ne connaissent pas, par exemple, des sortes de délégués locaux du défenseur des droits. Maintenant, la plateforme du défenseur des droits, comme la récente, a permis quand même un peu d'augmenter le nombre de saisies. Voilà. Bon, et les syndicats, moi, ça, il n'y a pas beaucoup dans mes enquêtes. Très globalement, que ce soit les habitants des quartiers ou les cadres là et les diplômés du supérieur qui sont partis, très très peu, même si je ne vais pas de données systématiques, se sont appuyés ou le recours, etc. Bon, et moi, on manque un peu d'enquête systématique de ce point de vue-là. Voilà, il y a un peu le train de route de Vincent Arnaud-Chap, il y a des trucs un peu vieux, mais je pense qu'on aurait besoin de travailler. Je propose là une hypothèse quand même qui ressort d'éléments un peu fragmentaires issus d'enquêtes Cali et voilà. Ce qui était évoqué tout à l'heure en fait sur les ambiances au travail qui constituent aussi contribuent à se sentir ou pas à sa place ou pas dans certains espaces professionnels et sont pesant à avoir des opportunités, une part, etc. Je pense que dans le type de relation qu'on peut entretenir avec les délégués syndicaux, ça joue aussi. Moi, j'ai là, pour le dire plus explicitement, je pense qu'il y a un déficit d'identification assez souvent qui ne facilite pas le recours aux délégués syndicaux quand on est exposé aux discriminations. Là, bon, j'ai en tête quelques entretiens que j'ai conduits où il y a eu soit on a fait eu un repos et ça n'a pas servi à autre chose, ça n'a pas très bien marché. Et donc, globalement, pour le dire encore plus explicitement, les gens nous disent, moi, en fait, ils ne me comprendront pas. Parce qu'ils sont blancs, ils ne sont pas musulmans, voire, ils sont du mauvais côté de la barrière. En fait, ils pensent que c'est moi le problème. Je ne suis pas en train de dire que les gens ont raison, mais que ce type de représentation, qui ne sont pas généralisées, ou j'ai une base sur quelques cas, etc., mériterait peut-être d'être travaillé, que, à minima, et c'est le probabilité, un élément de la réponse, c'est probablement la composition du personnel syndical lui-même qui peut jouer. Moi, j'ai pas de données en fait de ce point de vue-là, et ça peut être un élément qui peut peut-être contribuer à construire cette question d'identification, du lien de confiance, etc. Mais ce n'est évidemment une petite variable de la question.